Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Donc aujourd'hui je reprends avec un gros morceau. Je vais vous présenter un roman de l'écrivain hongrois et prix Nobel 2025 de littérature, Laszlo Krasznaorkai. Donc Laszlo Krasznaorkai, il a écrit plein de romans très connus il a aussi été adapté en film par Béla Tarr. J'ai pas vu le cinéaste Béla Tarr, j'ai jamais regardé encore, mais je pense que ça vaut le détour. Et parmi ses romans les plus connus, vous avez Le Tango de Satan, donc qui est un des plus connus que j'ai juste derrière et que je lirai juste après ma lecture actuelle. Vous avez Mélancolie de la Résistance, Guerre et guerre, et un autre que j'ai lu qui s'appelle Grands travaux pour un palais, et qui est un tout petit livre d'une 60aine de pages, super pour s'initier à la prose de l'auteur si vous voulez commencer par là, sur un bibliothécaire new-yorkais qui a un problème de l'arche interne du pied, qui s'appelle Herman Melville, sans E, et qui est bien contrarié de cette homonymie qui le handicape, mais qui va aussi l'amener à découvrir des chemins géographiques, architecturaux et littéraires en suivant trois personnages bien connus. Je vous laisse voir la suite. Alors moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur donc Le Baron de Wenckheim est de retour, donc aux éditions Cambourakis, qui est un très grand roman et qui, je pense, est assez représentative de la prose de Krasznaorkai, en tout cas pour tous ceux qui ont lu tous ses livres. Alors je pense que je vais commencer par le contexte, parce que le contexte est quand même enfin, l'ambiance générale et le décor est presque un personnage en lui-même, et vous allez le découvrir à travers la voix de différents personnages hauts en couleur. En fait, c'est une fresque sociale, et vous atterrissez dans une ville hongroise qui est marquée par la décrépitude. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est voilà, c'est appuyé de manière très véhémente à travers les voix que vous allez entendre. Et dans cette ville est un endroit où la misère règne, où les gens sont extrêmement, voilà, ont pas vraiment de perspective d'élévation matérielle ou intellectuelle, et se complaisent dans les mesquineries, les bassesses et les ragots qui peuvent prendre au passage, quoi. Et bien évidemment, cette ville est dirigée par un lot d'hommes, parce que bien évidemment ce sont des hommes, corrompus, le maire de la ville, vous savez, les figures un peu importantes des petites villes, hein, le maire de la ville, vous avez le rédacteur en chef du journal local, vous avez aussi le proviseur du lycée, et vous en avez d'autres, ils font tous partie du comité d'administration, et se complaisent avec autosuffisance dans leur médiocrité, donc en se gavant physiquement et moralement, intellectuellement, sans aider les autres en fait, qui sont voilà, avec des moyens très limités, des habitants très pauvres. Donc il y a plusieurs choses qui sont esquissées en fond à travers les différentes voix des différents protagonistes, donc à savoir le manque de ressources, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'essence, il y a très peu de produits, certains produits définis, donc ce qui les isole beaucoup. De même pour les moyens de transport, les transports publics sont déplorables, donc il y a très peu de trains, les wagons sont sont très vieux, donc ce qui rend encore le côté isolé de la ville plus marquant, quoi. Donc voilà un petit peu pour le contexte général. Au sein de cette ville, vous avez bien évidemment quelques personnages déjà qu'on perçoit un peu plus importants que les autres. Vous avez notamment une espèce de milice locale. Comme tous les services publics sont corrompus et inefficaces, il apparaît une milice locale de bikers nazis. Oui, de bikers nazis qui, avec un leader complètement cintré comme on peut l'imaginer, et qui est persuadé de représenter l'ordre dans la ville, donc qui bien évidemment a des contacts très serrés avec le maire de la ville notamment, le chef de la gendarmerie, voilà, donc ces hommes qui le laissent faire un peu ce qu'il veut, lui et sa bande, et voilà, il est persuadé de poursuivre un but mystique, enfin bon bref, des nazis quoi. Au-delà de ça, on a aussi pas mal de petites touches voilà, qui apparaissent, c'est-à-dire on voit que beaucoup de racisme, beaucoup de xénophobie, on voit vraiment un gros contexte social apparaître à travers ça. La présence de nombreux migrants apparemment, aussi beaucoup de sans-abri. Voilà, donc il y a tout cette espèce de contexte englué dans une misère, décrépitude, corruption, voilà, c'est Gotham City hongrois donc. Et donc on est là. Dans ce roman vont apparaître deux personnages complètement antinomiques qui seront les personnages principaux, tout en n'étant pas forcément les personnages qu'on voit le plus.
Il y aura d'un côté le professeur, donc le professeur, un éminent professeur, enfin un éminent scientifique qui travaille sur un sujet très niche, enfin qui travaillait sur un sujet très niche, à savoir les mousses végétales, je crois, un truc improbable. Et donc très respecté, hein, un professeur voilà, qui donc fait un peu la fierté de la ville, qui, on le comprend au départ, avait une grande maison, avec une intendante, voilà, beaucoup de respect de la part des habitants qui lui témoignaient beaucoup voilà, de respect, dans la flagornerie, parce que tout est toujours dans l'excès, hein, les gens détestent, les gens adorent, les gens mettent plus bas que terre, ou les gens encensent de manière complètement exagérée. Et on voit que ce professeur a eu une espèce d'épiphanie nihiliste en se disant ben moi je décide que rien n'a plus de sens. Ce que je fais, ça n'a aucun sens. Les mousses, tout le monde s'en fout. Les gens sont tous corrompus, détestables. Et en fait, je vais m'atteler à partir de maintenant à m'éloigner de tout ce qui apparaît comme étant civilisé et à m'exercer à la non-pensée. Voilà. Donc les gens ne comprennent pas ce revirement, il va donc perdre toute, s'éloigner de toute interaction sociale et il va aller de fil en aiguille s'isoler dans un abri de tôle dans les bois aux abords de la ville. Voilà. Le roman débute, cet individu va rencontrer, je ne vous dis pas dans quel contexte, un des bikers, enfin la bande de bikers en question, ça va pas très bien se passer, voilà comment ça débute. L'autre personnage, bien évidemment, c'est le personnage du baron lui-même. Ce personnage est un vieux monsieur, baron, donc descendant d'une illustre famille originaire de la ville en question, et dont est annoncée la venue. Il est parti vivre 50 ans à l'étranger, et d'un coup on dit le baron revient. Et alors là, le baron revient, sans autre contexte, il suffit seulement de cette annonce simple pour déclencher une espèce d'hystérie collective générale, où ce baron va devenir l'espèce de la figure suprême du sauveur avant un effondrement qu'on sent imminent. Donc les gens vont spéculer de manière complètement exagérée et complètement délirante quoi, sur le fait que ce baron va sauver la ville, va investir des fonds dans les transports, va investir des fonds dans les structures publiques, va pallier la misère. Enfin voilà, ils vont imaginer tout un tas de trucs. Et donc en fait on perçoit le baron à travers les personnages d'abord de la ville. Donc à travers les dirigeants, à travers les habitants et voilà tout l'espoir qu'ils projettent sur lui et tout ce qui est annoncé. Une fois que tout ça est posé, on rencontre le vrai baron, donc effectivement ce monsieur qui doit avoir 70 ans et qui apparaît en fait à l'opposé, un peu en contraste avec toute cette hystérie collective, comme quelqu'un de très doux, un petit peu à la ramasse, qui en fait, là on l'apprend très tôt aussi, mais s'il revient, c'est pas pour donner de l'argent du tout, voilà, il a une raison, plusieurs raisons, dont une principale qui le fait revenir, et on voit une figure un peu candide, inadaptée complètement, pas du tout habituée aux interactions sociales, qui se comprend rien à ce qui se passe quoi, en gros. Donc cette espèce de bavardage, de vocifération perpétuelle va contraster avec lui son silence, parce qu'il parle presque pas du roman en fait, hein, vraiment. Ce baron arrive, et donc ils vont mettre des moyens complètement délirants pour l'accueillir, ils vont faire des fêtes, ils vont payer des gens pour organiser, pour décorer la ville alors qu'ils n'ont pas un rond. Enfin voilà, en gros, voilà comment ça se passe, il y a ces deux figures-là. Et au milieu de ces figures-là, donc ça va être un ballet perpétuel de gens qui sont en rapport plus ou moins direct avec ces deux individus. Donc vous avez ces gens qui vont parler de leur quotidien à travers lequel on va voir beaucoup de choses, donc à travers le chef de gare, le pompiste, le mécanicien, le charpentier, enfin voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Et il y a on voit que le traitement des personnages, il y en a qui sortent un peu du lot forcément et qui sont pas traités de la même manière. C'est assez brutal dans le fond et dans la forme. C'est vraiment une oscillation perpétuelle dans le langage aussi, dans le type de prose. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un truc hyper braillard, vraiment très très familier, grossier, à des réflexions philosophiques sur 4 pages, à une notamment à laquelle je pense, réflexion philosophique du professeur sur 4 pages, qui est hyper poussée, vraiment monstrueusement intelligente et dingue. Et ce changement de registre, il est quand même fort, quoi. Enfin, c'est vraiment d'une grande virtuosité littéraire, en tout cas. Ce qu'on peut aussi remarquer, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Krasna-Horkai, donc ça va être divisé en grands chapitres, et à l'intérieur de ces chapitres, ça va être une espèce de roman choral avec différentes personnes, la voix de différentes personnes qui va surgir. Voilà, donc c'est vraiment inédit. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a cette espèce de prose, cette espèce de puissance
qui émane dès que vous rentrez dedans. Et voilà, vous n'avez pas beaucoup de points, hein. C'est vraiment beaucoup de virgules, c'est vraiment un espèce de truc, faut ventiler quoi, vraiment un truc, c'est vraiment un cri quoi, à chaque fois les gens ils parlent et c'est d'un coup, c'est vraiment d'un coup, donc c'est un bloc. Il faut mettre dedans, rentrer dans le bloc. Et ça permet une immersion magnifique et moi je trouve que ça fait très très authentique et c'est très percutant. Alors il y a aussi deux autres personnages dont il faut parler et je trouve qu'ils ont été très bien amenés. C'est celui qui ouvre le roman. Vous avez une des plus grandes ouvertures de romans, je pense que j'ai jamais lu, et je le dis sans de manière dithyrambique, mais je pense que j'exagère pas. Vous avez un chef d'orchestre. Vous ouvrez votre livre et vous avez un chef d'orchestre qui va parler à ses musiciens. Musiciens que on interprète, enfin que moi en tout cas j'ai interprété comme étant nous lecteurs. Ce chef d'orchestre, à la figure un peu omnisciente comme un dieu, va venir s'insinuer dans notre petite tête et en disant à ses musiciens, vous allez faire exactement ce que je vous dis, je suis vos mouvements, j'anticipe vos mouvements, je sais comment vous allez intervenir, je suis omniscient. Vous allez rentrer là-dedans, ça va être plaisant ni pour vous ni pour moi, mais vous allez le faire. Alors là, je peux même pas, enfin il faudrait la lire, elle fait 10 pages, je vais pas vous la lire là, mais c'est vraiment une ouverture qui est glaciale, hein. Vraiment il y a un ton glacial, et effectivement ça résonne beaucoup ensuite avec toute la narration, le rythme du récit, on y pense souvent à ce narrateur, une fois qu'on est intégré dans le récit. Et il y a un autre personnage qui intervient. Et ce personnage, qui n'en est pas vraiment un, il n'y a pas de liaison, qui n'en est pas vraiment un, est un personnage qui va apparaître une ou deux fois, peut-être trois, qui ne sera jamais décrit, on va jamais savoir qui c'est une espèce de... voilà, c'est quelqu'un qui arrive d'une certaine manière, et qui va couper absolument le rythme du récit dans lequel vous êtes, parce qu'il va diffuser une espèce de terreur à celui qui parle, enfin, parce que vous êtes dans un chapitre, vous écoutez un personnage, vous lisez un personnage, et ce personnage voit cette figure spectrale passer physiquement dans la ville. Et ça va durer 2 pages et vous allez voir, oui, une espèce de terreur qui m'envahit, je peux plus bouger, il y a quelque chose de très bizarre, il arrête le temps ce personnage, comme il arrête le temps du récit, il arrête le temps de la ville, et il y a quelque chose de très très angoissant et en même temps de non-dit. Voilà, ça résonnera avec la fin, parce qu'il y a vraiment quelque chose une dimension mystique, apocalyptique dans ce roman, avec la notion de catastrophe qui apparaît un petit peu moi je trouve qu'il est un petit peu distillé. De toute façon, les pavés de la catastrophe sont posés assez rapidement, enfin on se doute bien que tout ceci, que cette ville, elle est gangrénée jusqu'à l'os et qu'il suffit d'une pichenette pour que tout s'effondre, mais c'est quand même très étonnant, et c'est une manière de peut-être de personnifier le mal, ou de personnifier quelque chose qui est en tout cas assez intéressant à voir. Vous pourrez interpréter vous comme vous le voulez une fois que vous aurez fini votre lecture. Donc vous avez une ribambelle de personnages, une prose qui est très très forte, vous avez aussi des moments extrêmement cyniques et sarcastiques d'une virulence rare pour décrire la bassesse humaine. Donc là pareil, vous avez à un moment un discours sur la bassesse notamment des Hongrois, enfin il parle des Hongrois, donc c'est ultra violent, mais c'est virtuose dans la violence, hein. Vraiment c'est pas gratuit. Et donc il y a une espèce de truc général de toutes les trajectoires en fait sont vouées au chaos, et c'est moche. Mais là je vous le décris, et peut-être vous direz-vous, ah mais c'est un roman aigri, c'est un roman qui est très dur et qui est écrit par un vieux qui aime pas les gens quoi. Et parce que ça peut donner cette impression-là, mais pas du tout, parce que ce roman, il y a justement cette espèce d'enveloppe hyper nuancée, hyper discrète et presque pudique, mais en tout cas on décèle un peu d'affection, et si c'est pas de l'affection, c'est peut-être de l'indulgence. Enfin voilà, il y a certains personnages qui sont pas traités de la même manière, il y a des scènes qui sont hyper dramatiques, parce que quand même dans le ton, comme c'est beaucoup d'excès, beaucoup de vocifération, et des fois on peut pas s'empêcher de rire quoi. Il y a un personnage par exemple, c'est un escroc qui s'appelle Dante, enfin je veux dire il utilise des biais tellement fous, et surtout d'une espèce d'hypocrisie et de mauvaise foi, mais tellement incroyable quoi, qu'on peut pas s'empêcher de rigoler. Enfin vraiment, moi j'ai beaucoup rigolé pendant ce roman. Mais il y a aussi des moments vraiment dramatiques, mais pas cyniques, vraiment tristes.
tristes, qui m'ont fait mal au cœur, quoi. Et c'est pas dénué d'affection. C'est vraiment pas dénué d'affection et c'est assez explosif, mais tout en gardant quand même pas ce truc très aigri de voilà, les gens sont tous horribles et on va tous voilà, c'est pas aussi simpliste que ça, c'est pas aussi manichéen que ça. Mais vraiment, il faut le lire pour en comprendre l'essence absolue. Et j'en profite pour quand même dire que la traductrice de ce roman, c'est Madame Joëlle Dufeuilly, et on ne parle pas assez des traducteurs qui font un travail extraordinaire, parce que là, ça n'a pas dû être de la tarte. Et vraiment, les traducteurs, merci à eux de faire le travail qu'ils font, parce que vous êtes extraordinaires, quoi. Donc je pense que je peux terminer en vous lisant une phrase qui a été, enfin une citation d'un autre grand auteur hongrois qui s'appelle Imre Kertész, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2002, je crois, qui était ami de Krásna-Horkai et qui est un rescapé d'Auschwitz d'ailleurs. Et il a décrit les phrases et la prose de Krásna-Horkai de cette manière, et c'est là-dessus que je conclurai ce booktube. Ces phrases longues et sinueuses m'enchantent, et même si son univers peut sembler sombre par moments, on a sans cesse l'impression d'y percevoir cette transcendance qui, pour Nietzsche, représentait une forme de consolation métaphysique. C'est beau, c'est assez évocateur je trouve, et c'est là-dessus que je vous laisse, en espérant vous avoir donné envie de lire le livre. Merci beaucoup et à bientôt.